Bonjour à toutes. Nous sommes mardi. Il est 10 heures et Brigitte, responsable des achats IT dans une entreprise parisienne, doit équiper 12 nouveaux collaborateurs. Pour cela, elle se logue comme d'habitude à son compte sur son webshop, choisit le matériel en tenant compte de l'historique de son panier et puis des usages de ses 12 collaborateurs. Elle choisit les portables et les périphériques adaptés, puis passe commande, vérifie les stocks, savoir s'il reste bien les ordinateurs dans les stocks et assure un paiement sécurisé. Elle recevra sa facture par mail et la confirmation du suivi de sa commande. Bonjour à tous. Nous sommes vendredi. Il est 8h30 et Fabrice, comptable dans une belle PME à Reims, c'est sa journée de télétravail. Alors, comme d'habitude, après son café matinal, il se logue à son domicile et va se connecter sur sa Wi-Fi. Il a aujourd'hui 3 conférences téléphoniques, il doit télécharger ses documents sur le cloud et envoyer pas mal de mails. Ces situations, comme vous l'avez constaté, sont quotidiennes, voire banales aujourd'hui pour les entreprises. Et ces situations, ces usages, aujourd'hui, exposent des défis pour les directions informatiques. 2 défis majeurs. À la fois apporter une expérience client qui vise à simplifier le parcours et améliorer son efficacité, et également accompagner les changements dans les usages numériques des utilisateurs internes. Mais derrière cette simplicité dans le parcours digital des utilisateurs se cache une complexité des architectures techniques et de nombreuses connexions entre les applications. Permettre la continuité de service, apporter de l'omnicanalité à nos clients, importer des données dans le respect des normes et de la législation, garantir les paiements sécurisés, communiquer sur l'état de stock, intégrer des solutions sécurisées dans le cloud, voilà autant de défis pour les DSI. Et donc, les systèmes d'information doivent s'ouvrir. Ils doivent s'ouvrir pourquoi ? Pour permettre aux fournisseurs qui demandent toujours plus de disponibilité, des collaborateurs toujours plus mobiles, des besoins en connectivité toujours plus rapides et des données stratégiques toujours plus nombreuses. Ces systèmes d'information ouverts apportent aux entreprises de nombreux avantages. Interopérabilité, portabilité et interconnectivité. Mais derrière cette opportunité se cachent souvent de nombreux risques. La cybercriminalité. Et toujours plus nombreuses et toujours plus sophistiquées, ces cyberattaques invitent les DSI à intégrer cette structure de cyberdéfense de manière constante. Avec 124 milliards de dollars en 2020 de dépenses annuelles dans les logiciels et les antivirus et les pare-feux, le marché a connu une hausse de 64% en 5 ans. Malgré l'ensemble de ces efforts, il reste encore, et on le constate quotidiennement, de nombreuses cyberattaques. Autant dire, firewall et antivirus ne suffisent plus. C'est pour aider et accompagner les entreprises que TIBCO et Fortinet ont associé leurs forces pour la cyberdéfense positive et humaine. Bienvenue, je suis Johan Bardi du groupe TIBCO. Nous sommes mardi 26 octobre, il est 11h30 et j'ai le plaisir de partager avec vous ce webinaire autour de la cybersécurité, comment protéger votre système d'information ouvert dans un cadre d'actualité. Comme vous le savez, TIBCO est engagé dans le mois européen de sensibilisation de cybersécurité à l'initiative de l'ENISA et coordonné en France avec l'ANSSI. Pendant 1 heure, j'aurai le plaisir d'être accompagné de 4 invités. Alors, sur le plateau, nous avons Alain Thibault, évangéliste chez Fortinet. Bonjour Alain et bienvenue. Bonjour. Merci de me recevoir. Alors, tu es évangéliste, à savoir, tu sensibilises les entreprises dans les enjeux de la cyberdéfense et cybersécurité. Absolument. Et nous avons donc Marc Elan, directeur technique chez TIBCO, donc en cybersécurité. Bonjour Marc. Bonjour Johan. Et nous accueillerons dans la deuxième partie de cette émission Alexandre Vidal, directeur cybersécurité TIBCO, et Didier Vogel, directeur général de TIBCO Service. En première partie de cette émission, je vous propose d'aborder 3 cas d'usage avec vous, Marc et Alain. 3 cas d'usage pour comprendre les différents risques et surtout connaître les solutions pour que nos auditeurs puissent s'équiper
à travers les différents cas d'usage. La seconde partie sera consacrée à Didier et Alain qui nous témoigneront leur vision de la cybersécurité. Charlotte est à votre disposition sur le fil de la conversation de notre chat qui est ouvert et je vois d'ailleurs encore très active. J'espère que vous êtes confortablement installés. On commence tout de suite avec le premier cas d'usage, le télétravail. C'est parti. Suivre les aventures d'un collaborateur, probablement le vôtre, chers auditeurs. Un télétravailleur serein, installé confortablement chez lui, dans son usage numérique. Et on va voir, Alain, ensemble, que tout ne va pas se passer aussi bien. Absolument. Je vous propose de voir ça en images. Donc voilà, l'idée, cette vidéo, c'est de présenter un collaborateur, par exemple lié au Covid, qui a dû travailler chez lui, donc en remote et office. Donc il va utiliser le laptop pour des besoins personnels, dans ce cas-là c'est des photos, mais aussi utiliser son laptop pour son PC portable pour l'entreprise. Donc il y a des données personnelles, des données liées à l'entreprise, dans ce cas-là c'est une to-do list, mais ce qu'on va voir aussi c'est qu'il peut y avoir des données sur les clients, sur des fournisseurs, sur des informations plutôt critiques à l'entreprise. Donc il y a vraiment ce mix personnel, entreprise. Dans le cas de notre employé, il a besoin d'aller sur Dropbox, donc qui est une application SaaS sur Internet, sur lequel il va retrouver des fichiers à l'entreprise qui ont été déposés. Et directement, il va accéder à ces fichiers, il va les télécharger. Et là, on lui demande d'exécuter ce fichier. Il clique. Puisqu'on lui demande, il le clique de façon innocente. Donc maintenant, il va essayer de regarder l'affichage du fichier qu'il a demandé et il est en attente avec un certain délai. Ce délai se prolonge et on voit apparaître les premières informations sur un CryptoLocker, un ransomware. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'activation de ce fichier, il a beau essayer de revoir qu'est-ce qui se passe puisqu'il n'a plus accès aux fichiers qu'il connaissait. Ces fichiers ont été cryptés donc, avec une clé privée. Donc, ce qui fait qu'il a la totale impossibilité de retrouver ces informations. On voit dans le fond d'écran l'information liée à un logiciel de type ransomware qui l'informe que l'ensemble des fichiers ont été cryptés et que la seule façon qu'il a, c'est grâce à ce fichier. On lui donne toutes les instructions pour pouvoir récupérer la clé public pour pouvoir déchiffrer. Donc ça, c'est vraiment l'action rapide d'un ransomware, d'un collaborateur qui innocemment a cliqué rapidement sur un fichier qui était mis à sa disposition dans le cloud et qui a automatiquement crypté son fichier. Donc là, c'est un exemple rapide, mais il peut être plus complexe puisque maintenant les ransomware vont faire des mouvements latéraux pour essayer d'aller crypter d'autres laptops. Mais mouvement latéral, Alain ? Mouvement latéral, c'est qu'il va essayer de se dupliquer comme un virus. Donc, il va essayer d'aller sur d'autres PC pour pouvoir... avant de se déclencher, c'est ça ? Avant de se déclencher. Et ce que maintenant font les ransomware, c'est qu'ils recherchent les serveurs de backup pour pouvoir corrompre aussi le serveur de backup. Donc, l'impossibilité d'aller chercher les backups. Merci Alain pour cette voilà. illustration rapide, mais néanmoins très concrète d'un CryptoLocker et d'un ransomware. Alors Marc, j'ai envie de te poser la question, comment pouvons-nous protéger ce télétravailleur ? On voit bien, là, la protection du poste de travail, elle n'a pas servi à grand-chose. Donc, il faut amener des nouvelles technologies un petit peu. Donc, là, c'est un antivirus à l'ancienne qu'il avait sur le poste. Donc, en gros, on scanne, on analyse le disque pour voir s'il y a des choses qui sont restées dessus. Mais finalement, quand on télécharge un fichier, il n'y a rien qui se passe. Ça passe en direct. Et puis, on a bien vu, le fichier va s'exécuter pour chiffrer tout le contenu du disque. Donc là, il faut aller sur des produits un peu plus évolués de type EDR. Donc en gros, qu'est-ce que l'EDR ? C'est on va bloquer en temps réel tout ce qui va se passer au niveau du poste de malveillant. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a quelque chose qui se passe, comme du chiffrement de disque ou du mouvement latéral, de la corruption par mouvement latéral, on va analyser directement les exécutables et les bloquer en temps réel. D'accord. Merci pour cette solution. En tout cas, Marc, Alain, je voulais revenir avec toi sur... on a connu une période tout à fait unique avec la Covid. Est-ce que la période de confinement et l'augmentation du télétravail a augmenté les cyberattaques ?
Oui, de toute façon, oui, c'est absolument. Ils se sont pas confinés aussi. Ah donc, bon? ils ont. On cyberattaqué avec un masque, quoi. Exactement. Non, ce qui s'est passé, c'est que d'un point de vue mondial, globalement, on a vu une croissance de 400-600%. C'est-à-dire que si on compare juillet 2019 à juillet 2020, on a à peu près 600% de croissance des attaques. C'est normal puisque, en plus, les vecteurs ont été beaucoup plus propices, puisque comme on l'a vu dans cet exemple, les entreprises très rapidement ont dû mettre leurs collaborateurs à travailler à la maison. Soit ils avaient la chance de fournir à ces collaborateurs un PC qui était prééquipé avec l'image de l'entreprise, ou bien on a vu beaucoup d'entreprises qui ont demandé à leurs collaborateurs d'utiliser leur propre PC, donc en augmentant le risque. Et les hackers ont sauté sur cette opportunité en utilisant les attaques de type phishing. C'est le fait d'envoyer des mails ou, comme on l'a vu, mettre des fichiers à disposition qui vont compromettre le PC et de pouvoir augmenter les attaques, donc augmenter le revenu, puisqu'on parle en plusieurs dizaines de milliards de dollars de revenus par an maintenant, donc augmenter les revenus. Et on l'a vu très concrètement, rapidement, mais ils ont aussi attaqué les hôpitaux. D'un point de vue mondial, on l'a vu en France, plusieurs hôpitaux ont été attaqués par ransomware. On l'a bien vu dans un cas qui était difficile aussi de remettre des opérations, puisqu'ils n'avaient plus moyen d'accès. On l'a vu aussi dans ce qu'on appelle les supply chains, au niveau industriel, où on a vu aussi des attaques par ransomware pour bloquer la production, l'acheminement d'eau, de gaz et ainsi de suite. Redoutable. On a abordé d'ailleurs ce sujet. Y a-t-il une éthique chez les pirates pendant la Covid? On s'est vite rendu compte que dès lors qu'il y avait de l'argent, il n'y a pas d'éthique dans ces l'éthique était plutôt autour du dollar ou du bitcoin que autour de la santé. Absolument. Alors Marc, merci Alain. Marc, on a assisté à un ransomware, comme le disait très justement Alain. On sait qu'il existe d'autres types d'attaques. On a entendu parler de phishing, l'espionnage, etc. Est-ce que tu peux nous guider sur les solutions qui permettraient de protéger tes travailleurs dans un contexte peut-être un peu différent de cyberattaque? Oui, c'est ce qu'on disait. Enfin, comme les gens sont devenus beaucoup nomades, donc on a des. Alors, j'aime pas trop cet acronyme mais c'est un peu à la mode. C'est des solutions de type SASE, donc le Secure Access Service Edge. Donc en gros, c'est de protéger tout ce qui est autour du poste de travail plutôt que de protéger l'ensemble du SI. Même si on va quand même le protéger, mais on va se concentrer un peu sur la partie nomade. Donc en gros, on va installer un logiciel qui va permettre l'identification pour vérifier que c'est bien la personne qui se connecte, ce qu'elle prétend être. Et puis effectivement, sécuriser tous les échanges vers les applications cloud, vérifier toutes les données qui transitent. Et de la même façon, on peut aussi, via le SD-WAN, faire la même chose sur les entreprises. On va voir, toutes les entreprises vont se connecter à un portail, que ce soit nomade ou dans l'entreprise, pour sécuriser et identifier les personnes qui se connectent et valider que c'est bien les bonnes informations qui transitent. Donc on a aussi d'autres solutions pour protéger les télétravailleurs dans cette situation. Je vous propose, messieurs, de passer désormais à notre deuxième cas d'usage, à savoir le cas d'usage autour du cloud. Alors, au niveau du cloud, on voit bien qu'on va poursuivre cette aventure. Alors, on parle toujours de notre collaborateur. Il dépose ses données sur le cloud. On a vu tout à l'heure avec Fabrice. Il dépose ses données sur le cloud. On sait qu'elles sont disponibles, partagées pour ses collègues. Elles ont en plus une certaine agilité pour les DSI puisqu'il peut ajuster la taille de son stockage en fonction de la quantité de données. Mais Alain, est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance au cloud ? Je te propose de voir ça en images ensemble. Rapidement, voilà. Donc là, ce qu'on a, c'est Dropbox. Donc les entreprises ont accès à ces SaaS applications qui donnent une grande flexibilité et élasticité aux utilisateurs. Donc là, on a une interface, l'interface Dropbox qui donne les informations par rapport au nombre d'utilisateurs, les données stockées, et c'est des logs qui permettent de voir manuellement l'activité qu'on a par rapport à son compte sur Dropbox. Donc ça, c'est des échanges que le cloud a apporté. C'est cette facilité, cette grande facilité qu'ont les utilisateurs. Donc là, notre utilisateur a mis un fichier client, donc quelque chose de sensible pour l'entreprise. Il l'a mis sur Dropbox parce que régulièrement, ça permet avec ses fournisseurs ou partenaires d'échanger des informations. Donc là, ce qu'on voit, c'est que déjà, ce fichier, ce lien a été partagé, mais accédé de différents pays par différents utilisateurs. Dans ce cas, on n'arrive même pas à les identifier. Dans la partie, grâce à Fortinet, à la partie FortiCloud, on va mettre une solution de protection. Donc,
Donc, alors c'est bien sûr Dropbox, Box, Office, SAP, Salesforce. Et là, vous avez l'interface de notre solution Casby qui va vous donner une plus grande en temps réel, puisque la partie Dropbox est du manuel, non interactif. Là, en temps réel, on va vous pouvoir analyser parce qu'on est interconnecté avec la solution Dropbox. Là, on a une approche DLP, donc la protection des données, de vous donner la visibilité si des fichiers qui contiennent des adresses clients, des numéros de banque, des numéros de carte bleue et ainsi de suite, des solutions extrêmement sensibles, n'ont pas été partagées sur des SaaS applications, donc en dehors de la société. Et aussi de savoir comment c'est géré, qui a accès au niveau adresse IP, au niveau utilisateur, qui accède à cette application. Et on a la capacité de mettre des métriques pour pouvoir détecter ce type de problématique. Et aussi dans le cas de la PCI ou GDPR. Alors GDPR, vous connaissez tous, c'est l'Union européenne. Hein, on est vraiment leader dans cette notion de gestion des données privées, aussi d'être compliant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi en Europe avec les données clients, les données privées. Donc c'est extrêmement important de savoir où ces données sont et comment les protéger. Donc là, on revient sur le dashboard de FortiCloud qui va permettre au niveau alerte de visualiser en temps réel, de vous donner l'accès par rapport aux fichiers partagés, comment ils sont partagés, les activités malicieuses ou non malicieuses, parce que l'utilisateur, à nouveau, et pas forcément intentionnellement, même si des fois c'est le cas, va partager ces informations, les donner peut-être trop librement à trop de personnes, sachant qu'il y a des crawlers, les gens très facilement, et sur cette partie Dropbox et Box, vont analyser tous les répertoires où ils peuvent accéder, et ces informations sont rapidement accédées. Des crawlers, c'est des robots qui vont examiner tous les répertoires. D'accord. Et là, rapidement, avec le dashboard, on peut voir si on est compliance ou pas, et la GDPR, alors là, c'est pas déjà, c'est ISO 27001, mais vous montre la partie utilisateur, comment l'utilisateur a donné des accès ou a changé les droits et n'est plus compliant avec n'est plus conforme à ces notions de compliance. Donc là aussi, ce qui est important, c'est qu'avec la solution FortiCloud, on va avoir une possibilité en temps réel d'informer les administrateurs, mais aussi de s'interconnecter avec les solutions de type SOC. SOC, typiquement, qui sont les services fournis par TIBCO. On va informer ces centres d'informations de malveillance, mais aussi de non-conformité, qui permet rapidement, par rapport au savoir-faire de TIBCO et la connaissance, d'informer les entreprises, vos clients, de non-conformité ou voire d'attaque, s'il y a une attaque au niveau des données ou des données qui sont malicieusement extractées de l'entreprise. Nous y reviendrons sur la complémentarité entre les outils technologiques et les solutions humaines. Alors, merci Alain pour ces détails. On sait qu'il existe plusieurs typologies de cloud. Hein. On a le cloud privé, le cloud public, le cloud hybride. J'oserais dire le cloud François, mais que pourrais-tu nous conseiller? Y a-t-il plus de risques sur un des clouds Voilà. Non, mais j'ai fini ma question. C'est très bien. Non, mais ce qui est important, c'est qu'on est dans la transformation digitale et les entreprises vont dans le cloud. C'est-à-dire qu'il y a l'approche SaaS, où là, c'est les applications, mais aussi les entreprises utilisent des public cloud de type Amazon, Azure et Google, hein, pour donner les trois, mais il pourrait y avoir OVH au niveau franco-français. Oui. Mais c'est le Made in France. Mais les entreprises, alors ça peut être, on parle de IaaS, mais les entreprises vraiment mettre leurs applications dans le public cloud. Pourquoi? Pour des notions de facilité, de rapidité, d'élasticité. Et donc, c'est ce qu'on appelle les clouds publics. Et les clouds privés, c'est là où les sociétés créent leur propre data center. Et alors, des fois, font appel aussi à Amazon ou Azure ou Google, mais cette fois-ci, ce n'est pas public parce que ça va être uniquement dans leur utilisation propre, avec non accès à d'autres sociétés. Mais ça va leur permettre d'avoir cette solution. Et donc, les entreprises utilisent soit du private cloud, soit de multiples public cloud, et c'est pour ça qu'on parle d'hybrid cloud quand c'est un mix de tout ça. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que, et c'est écrit noir sur blanc, c'est que ces opérateurs,
vous indiquent bien que leur stratégie de sécurité, c'est protéger l'infrastructure. Donc de protéger le socle qui vous met à disposition pour pouvoir mettre vos applications et vos données. Et aussi par l'utilisateur, qui va utiliser. Donc votre responsabilité en tant qu'entreprise, c'est de sécuriser les accès, les applications et les données. Ce n'est pas la responsabilité ni d'Azure, ni d'Amazon, ni de Google de vous protéger. Donc c'est pour ça que c'est important d'accompagner les entreprises. Donc nous, en tant que constructeurs, on fournit des solutions de sécurité et c'est pour ça qu'on travaille avec TIBCO, qui vous fournissez l'expertise et les entreprises ont besoin d'être accompagnées puisqu'il y a une certaine complexité par des sociétés, et entre autres absolument TIBCO, car vous avez la connaissance pour mettre en place les bons niveaux de sécurité pour protéger les entreprises quand elles font un choix de mettre leurs données et leurs applications dans le cloud. Donc la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on le sait, le cloud dispose de sécurité, mais ne propose pas toute la cybersécurité du système. Merci Alain. Je vous propose de passer à notre troisième cas d'usage autour des infrastructures. Alors c'est un sujet particulièrement important, les infrastructures. On a vu ensemble les sujets autour du poste de travail, le cloud et le télétravail. Les infrastructures. Alors je vous propose peut-être avec Alain, si tu veux bien, nous présenter 3 solutions, 3 pistes que nous partageons avec nos téléspectateurs sur la protection de l'infrastructure. Oui. Donc, comme l'a dit Marc, l'approche ici, c'est d'avoir un utilisateur qui se trouve chez lui, dans un Starbucks ou à l'entreprise, c'est de passer par un proxy et pour pouvoir accéder aux applications dans le cloud, aux applications internes à l'entreprise. Mais on va avoir 2 approches. La première approche, c'est dans une approche de HTTP, donc ce qu'on appelle web, c'est de comment on va contrôler les accès web. On va surtout contrôler. Bon, alors là, c'est un peu technique, mais là, c'est juste pour info, c'est pas comme ça, c'est beaucoup plus simple à configurer. On va profiler son laptop, son PC, voir s'il utilise bien un antivirus. Donc ça, c'est la première règle, c'est qu'on veut être sûr que quand notre utilisateur va sur Internet, on va le faire passer par un portail et on va être sûr qu'il utilise bien un antivirus. Donc dans ce cas-là, la personne veut accéder à une application sur Internet, donc il va mettre son login password, il va s'identifier avec ce qu'on appelle un facteur d'authentification. Donc là, c'est quelque chose qu'il connaît. On identifie que son laptop utilise bien l'antivirus, qu'il est bien actif, donc on lui donne le droit d'accéder à cette application. Dans le deuxième cas, juste cette personne va dévalider son antivirus, donc l'antivirus n'est plus actif, la même personne avec le même laptop veut accéder à la même application et on voit qu'elle est automatiquement bloquée. Donc ça, c'est important de profiler le laptop pour être sûr qu'il a le bon niveau de sécurité qui correspond à la politique de sécurité de l'entreprise. La deuxième approche, donc là, c'est juste d'un point de vue technique de voir comment ça fonctionne, mais c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Vous n'avez pas besoin de savoir ça. C'est vous dire... de l'observer. Donc là, on va lier le laptop à un utilisateur. C'est qu'on veut être sûr que le laptop est bien utilisé par le bon utilisateur. Donc on fait un lien entre les deux. Donc là, on vous dit que ce laptop, c'est utilisateur 3 qui peut l'utiliser. Et on va accéder à la même application. La personne va s'identifier, mais cette fois-ci, ce n'est pas utilisateur 3, c'est utilisateur 1 qui va se présenter avec son credential, son login password. Et quand la personne, après, va s'identifier, mais elle n'utilise pas le bon laptop avec le bon profil, le bon lien, l'accès est interdit. C'est extrêmement important, ça permet de bien lier les deux et de bien sécuriser qui fait quoi, avec quoi et d'où. Donc là, on va changer cette fois-ci le laptop, on va le lier à l'utilisateur 1 et on va bien voir qu'avec exactement la même séquence, l'utilisateur 1 va pouvoir accéder à l'application sur Internet. Donc là, c'est aussi pour vous dire que la personne utilise les applications web, mais on peut faire du RDP. Donc ça, c'est l'accès déporté, un accès déporté. Et on va, pareil, grâce à la niveau de sécurité en utilisant FortiClient, alors on parle aussi de FortiAuthenticator, on va donner l'accès à la personne, non plus pour faire du HTTP, qui est très commun, mais un autre protocole qu'on dit au-dessus de TCP,
pour accéder de façon écran déportée à un serveur ou à un autre laptop pour pouvoir travailler. Donc la personne utilisant le laptop identifié à elle-même, avec l'autorisation d'utiliser un autre protocole que le web, va pouvoir accéder, alors ça peut être du Citrix ou autre technologie, pour pouvoir accéder à un déport d'écran sur un serveur. Donc ça, c'est extrêmement important de bien, en permanence pour les entreprises, de bien profiler les postes utilisés par les clients. C'est extrêmement important que les utilisateurs, on identifie les personnes. Donc là, il y avait un facteur d'authentification, c'est quelque chose que je connais, mais maintenant on parle plutôt de multi-facteurs d'authentification. Donc quelque chose que je connais et quelque chose que je possède, parce que la notion de connaissance de l'utilisateur est très importante. Ça a l'air compliqué tout ça. C'est l'évolution en fait. On voit bien que c'est Ça a l'air compliqué. Il n'y a plus de zone de confiance en fait. C'est l'évolution. On n'a plus aucune zone de confiance. Avant, on se disait la partie zone serveur, on a confiance en cette zone-là. La partie poste de travail, on peut avoir confiance parce que les postes sont dans le domaine. Et finalement, avec l'évolution des usages, il n'y a plus toute cette confiance. Ça a disparu. Donc, on a maintenant une notion où il faut vraiment s'authentifier et bien valider la personne qui est en train d'accéder aux données, qu'elle a le bon laptop, qu'elle accède au bon serveur et qu'elle a bien les bons droits. Donc, il y a toute une politique de sécurité à travailler avec l'entreprise pour mettre en place cette partie-là. D'accord. Oui, ce qui est important, c'est que maintenant, on parle de Zero Trust Network Access. C'est-à-dire ZTNA, c'était Zero Trust Network Access. C'est-à-dire qu'on n'a plus confiance en rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas confiance dans l'utilisateur, on n'a pas confiance dans le poste utilisateur. Alors, l'utilisateur, parce qu'on peut lui avoir volé ses credentials, donc ça peut être quelqu'un qui se passé. Un laptop, parce qu'il a été compromis. Une infrastructure, puisqu'on peut avoir quelqu'un qui est compromis un élément, un device de l'infrastructure. Donc l'idée, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on ne fait confiance à rien. Donc on a une stratégie, on a une posture de sécurité qui nous oblige à contrôler en permanence. Et c'est pas de dire je contrôle le poste client, je contrôle l'utilisateur et après je lui ouvre un VPN et il fait ce qu'il veut. Non, c'est de se dire, même si j'ai contrôlé l'utilisateur, même si j'ai contrôlé le poste client, je vais contrôler en permanence l'activité qu'il va avoir au sein de mon infrastructure pour protéger celle-ci. Il y a un côté observatoire. Exactement. Pour à tout moment, il est possible de bloquer et de protéger les accès à nouveau aux applications. Je parlais tout à l'heure de complexité. Je voulais aborder avec toi la notion d'intégration de ces solutions-là. Est-ce qu'elle est... de quoi avons-nous besoin? De quoi les DSI ont-ils besoin pour mettre en place ces solutions? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est juste un bouton à paramétrer? Est-ce qu'il faut embarquer plusieurs personnes? Voilà. Comment on fait? Tout à fait. Alors, j'élimine les écrans un peu avec des commandes en ligne qu'on a vu sur la vidéo. Mais non, le gros avantage, c'est que maintenant, on parle de solutions. Avant, on avait un peu des produits qui cohabiter et c'était l'entreprise d'essayer de faire cohabiter. Maintenant, on a des solutions. C'est-à-dire qu'on parle là de FortiClient, FortiAuthentificateur qui s'intègre avec l'AD, qui a la capacité d'interagir avec l'utilisateur, le laptop, mais on peut aussi d'interagir avec les firewalls Fortinet, les FortiGate, où là, ils vont être possibilité de segmenter, bloquer, mais tout est intégré et ça facilite la configuration. Par contre, nous, c'est vrai qu'on est en vendeur. Les entreprises ont besoin d'un accompagnement de déjà définir leurs besoins, de bien comprendre le périmètre, le besoin de sécurité et le périmètre. Et pour ça, on travaille avec TIBCO et c'est là où votre expertise, votre expérience apporte une très grande valeur ajoutée à nos clients pour pouvoir mettre en œuvre ce type de solution. Tremplin formidable sur la prochaine question. Merci Alain. J'avais envie de poser la question à Marc. On a bien compris avec Alain la vision technologique des solutions avec les paramétrages qui sont finalement pas si complexes que ça à mettre en place, mais qui protègent bien. Il est nécessaire d'avoir des solutions qui permettent d'apporter visiblement de la visibilité et de la détection de réponses. Je crois que ça, c'est dans les équipes du SOC qu'on retrouve ces compétences. Tu peux nous en dire plus? Exactement. Alors, en termes de solutions, j'aime pas trop le mot solution parce qu'effectivement, on a des solutions. Par exemple, on pourrait dire que chez TIBCO, on a traité 3 millions d'événements cette année, en événements de sécurité, ce qui est assez énorme. Après, ça reste des produits techniques, donc ils vont récupérer plein d'informations et les traiter, donc ça c'est pas forcément très intéressant, c'est le moteur, on va dire. Après, il y a le côté humain. Là, aujourd'hui, on a une équipe au SOC qui a
géré à peu près 77 000 événements cette année, enfin d'investigation on va dire, avec un temps de réponse qui est inférieur à 15 minutes. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a quelque chose qui se passe sur le SI, alors soit TIBCO, soit un SI client qu'on gère, en moins de 15 minutes, il y a quelqu'un qui va appeler le client en disant attention, il y a quelque chose qui se passe chez vous. C'est peut-être rien, mais on va le vérifier. Donc ça peut être un antivirus qui s'est désactivé, donc ça reste assez simple, mais ça peut être aussi le début d'un cryptolocker qui est en train de s'activer pour chiffrer un poste ou contacter son serveur de contrôle pour vérifier tout ce qu'il va faire après de malveillant. Donc ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Exactement. De toute façon, les pirates ne s'arrêtent pas la nuit, c'est pas parce qu'ils sont confinés qu'ils arrêtent de bosser. Et donc du coup, effectivement, il faut avoir cette réactivité en permanence pour apporter à TIBCO et à nos clients. D'accord. Merci à tous les deux. Passionnant ces 3 cas d'usage. Je vous propose dès à présent de passer à la deuxième partie de notre webinaire, de notre émission. Et j'ai le plaisir pour cela d'accueillir Didier Vogel, directeur général de TIBCO Service, et Alexandre Vidal, directeur cybersécurité TIBCO. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour Didier. Bonjour Johan. Bonjour à Bonjour toutes et à Alexandre. tous. Et bonjour. Alors, TIBCO, c'est une ESN. C'est une ESN présente sur l'ensemble du territoire français avec 1600 collaborateurs qu'on appelle des TIBS, 90 points de présence. L'entreprise accompagne ses clients pour prendre soin des utilisateurs et des infrastructures. J'ai envie de poser la première question à Didier. Tu es directeur général de TIBCO Service et la cybersécurité, c'est quoi pour toi, Didier ? Alors, chez TIBCO Service, bien sûr, nous sommes une entreprise de services numériques reconnue par l'ANSSI comme un acteur majeur de la cybersécurité en France, mais nous sommes avant tout une entreprise ouverte, connectée numériquement à nos clients, à nos partenaires, à nos banques, à nos administrations, à nos TIBS, qui sont aujourd'hui en télétravail, en travail hybride. Donc, nous sommes exposés comme toutes les entreprises et nous devons gérer notre cyberdéfense sérieusement et surtout sereinement. Donc c'est pour ça que, bien sûr, nous devons nous protéger, nous devons mettre à jour, nous devons surveiller, nous devons apprendre, nous devons comprendre et surtout, nous devons nous entraîner. Ah, donc ça repose beaucoup sur l'entraînement. C'est un peu verrons, comme un athlète de nous verrons de haut que niveau. l'entraînement est important. On verra que l'entraînement est important. Alors Alexandre, tu vas être notre anthropologue de la cybersécurité, notre historien. Comment faisons-nous avant tous ces outils de cybersécurité ? Est-ce qu'ils existaient d'ailleurs ? Alors, les outils existaient, mais comment faisions-nous avant ? C'est-à-dire, on parle aujourd'hui d'une entreprise ultra connectée. Le phénomène de cloud n'est pas nouveau. On est d'accord que ça existe même depuis une bonne dizaine d'années aujourd'hui. Les phénomènes d'hybridation, de télétravail ont accéléré ce phénomène. On ne va pas revenir dessus. Avant, la vision de l'entreprise par rapport à ses partenaires cloud était plutôt périmétrique. C'est-à-dire qu'il engageait des moyens de se protéger en partant du principe qu'il faisait confiance à ses hébergeurs, Amazon, Google, Microsoft, par rapport à la sécurité, à l'intégrité des données. Et toute la partie connectivité était juste traitée à travers des bastions, on va dire des firewalls tout simplement, ou des antivirus, comme disait Marc, qui avaient juste pour rôle de filtrer l'information et de s'assurer que les données étaient protégées localement. Sauf qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les données fuitent pas que localement, les données fuitent aussi à travers les hébergeurs. On apprend tous les jours dans l'actualité des fuites de données, on apprend tous les jours des problématiques de disponibilité des infrastructures. On peut revenir sur l'événement d'OVH notamment, l'événement de Facebook il y a 2 ou 3 semaines. Ça pose des problématiques en termes de moyens de fonctionnement de l'entreprise. Donc avant, il y avait un terrain de confiance qui était installé entre l'entreprise et ses partenaires connectés qui fournissaient un service SaaS ou de l'hébergement. Désormais, l'entreprise a pris conscience, de par l'augmentation des menaces cybersécurité, a pris conscience de devoir aussi se protéger sur l'intégrité de ses données et de s'assurer que j'ai beau avoir des partenaires pour me fournir des services, il faut que je m'assure que ces données restent disponibles quoi qu'il arrive et qu'elles restent intègres. Et donc, d'où la notion qui se développe aujourd'hui, bien exposée par Alain et Marc, sur le Zero Trust, le fait de mettre en place des moyens de contrôle à tous les niveaux de l'authentification utilisateur, en passant par l'intégrité de l'infrastructure, en passant par les services également pour exploiter et surveiller les systèmes d'information. Merci pour cette rétrospective cybersécurité. Didier, sans dévoiler bien sûr tous les arcanes et les secrets de fabrication au sein de TIBCO,
Comment on protège une entreprise de 1600 personnes réparties partout en France qui a dû, du jour au lendemain, connaître, comme toutes les entreprises, le télétravail, le travail hybride. Comment on fait ? Alors, d'abord, chez TIBCO, il y a très longtemps que nous avons un responsable de la sécurité des systèmes d'information, notre RSSI, qui est directement rattaché à un membre du comité de direction parce que chez TIBCO, nous considérons que la cyberdéfense est avant tout la responsabilité des dirigeants et des directions générales. La deuxième chose, c'est que nous avons mis en place un système de management de la sécurité informatique, un SMSI, que nous testons régulièrement, que nous améliorons. Et en plus, nous sommes certifiés ISO 27001, donc nous avons les audits qui viennent le challenger tous les ans, soit en mode audit récurrente, soit en recertification. Enfin, on a parlé beaucoup de technologies encore ce matin. On a mis en place des technologies parce qu'on ne peut pas passer à côté des technologies. Alors, les pare-feux, les antivirus, le chiffrement, la double authentification et tout ce qu'on a évoqué ce matin avec notre partenaire Fortinet et avec Trend Micro, le séminaire d'avant. Et puis, nous testons la résistance de notre système d'information. Avec un partenaire, nous testons la résistance en tentant des tests d'intrusion, en tentant des tests de phishing, des arnaques au président. Et pourquoi nous nous orientons avec un partenaire ? Parce qu'on ne peut pas être juge et partie de notre cybersécurité, de notre cyberdéfense. Et la récurrence de cet entraînement ? Alors, c'est 1 ou 2 à 2 fois par an, voire plus sur nécessaire. Et c'est notre RSSI qui décide du cycle de ces tests. Donc, on n'est pas au courant et on lance une fausse cyberattaque. Nous sommes tous Thieves, nous avons tous reçu des mails entre guillemets très bien fait pour vérifier nos connaissances, nos compétences, et puis de temps en temps il y a quelqu'un qui clique et c'est comme ça qu'on s'améliore. On y reviendra sur la sensibilité et la fragilité des entreprises avec les utilisateurs. Exactement. Et si je peux compléter les propos de Didier, ce qui est important de retenir, c'est que toute cette acquisition de savoir, de compétences et de méthodes qu'on a mis en œuvre chez TIBCO, on l'a fait parce que, comme le disait Didier, on est déjà dans un modèle d'entreprise ultra connecté. Et c'est dans cette logique qu'on a besoin aussi de se challenger. Et cette démarche méthodologique, à travers des certifications comme ISO 27001 ou également la mise en place d'un SMSI, mettre en place des programmes récurrents d'entraînement, ça fait partie des bonnes pratiques que nous, on propose aussi à nos clients. Et d'une certaine façon, on note un peu une approche un peu mode laboratoire chez TIBCO où on applique toutes ces bonnes pratiques, on se les approprie, on les utilise, on s'entraîne nous-mêmes. Une fois qu'on les maîtrise et qu'on les comprend, on les décline auprès de nos clients. Donc on n'est pas là en avenant sur un marché de la cybersécurité en disant simplement on veut faire de la cyber. On applique nos bonnes pratiques, on s'approprie les technologies, les méthodes, on les maîtrise et ensuite on les propose à nos clients. Est-ce que c'est diffusé les résultats de ces types d'entraînement auprès de nos clients, par exemple ? Alors on pourrait. On va dire quelque part, derrière, il n'y a pas de secret. Donc, et nous sommes plutôt une société transparente. Donc, nous pouvons présenter ces résultats. Les résultats permettant, bien sûr, de savoir où on en est dans la résistance de nos systèmes. Et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas les communiquer, en tout cas, en faire usage lorsque c'est demandé par nos clients. Donc, nous avons continué aussi de mettre une organisation en place. Une organisation basée sur des humains, sur une équipe qui sont nos cyberdéfenseurs qu'on va appeler la Blue Team. Ah, on va y revenir. Sur la Blue Team. Avant de passer à la question autour de la Blue Team et de la Red Team, parce que c'est des terminologies, je pense, qui vont intéresser nos auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez à tout moment poser votre question. Charlotte enregistre et filtre les questions pour que nous puissions les poser sur le plateau en direct à nos invités. Donc, n'hésitez pas, le fil du chat est ouvert. Didier, je reviens sur la Blue Team et la Red Team. Messieurs, de quoi tu t'y colles ou je m'y colle ? Parlons-nous. Alors, il y en a qui peut parler de la Red Team et l'autre de la Blue Team, si vous voulez la répartition des paroles. On a tous les deux des vestes bleues, en plus. C'est ça. Alors, profitons-en, le bleu va être en pénurie. Allez, Alexandre, je te laisse la Red Team. Ok, on va partir sur la Red Team. La Red Team, c'est le dispositif ou l'équipe, c'est plutôt généralement des activités portées par des humains, des experts en cybersécurité qui vont être là surtout pour tester et évaluer la robustesse des moyens technologiques ou méthodologiques mis en place pour protéger une entreprise.
On passe, et Didier en a parlé, notamment par des prestations comme des campagnes de phishing, comme des audits d'intrusion, des audits techniques. C'est tout un panel d'activités qui sont là vraiment pour mesurer la maturité en termes de sécurité ou mesurer la résistance d'un système d'information à des attaques potentielles. Voilà. Ça, c'est une Red Team. Red Team. On va passer à la Blue Team. J'ai l'impression d'être dans une conférence, un débat entre la Blue Team et la Red Team. Alors rassurez-vous, il n'y a pas de pour ou contre. C'est plutôt une organisation. La Blue Team est totalement complémentaire à la Red Team. Voilà. Ce sont nos cyberdéfenseurs. Ce sont les équipes qui vont protéger le système d'information, protéger la donnée. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire, entre autres chez TIBCO ? Ils vont écouter ce qui se passe, ils vont regarder ce qui se passe sur le système d'information, ils vont mettre à jour, bien sûr, ils vont surveiller, superviser, comme je viens de le dire, et ils vont aussi communiquer. Alors mettre à jour, très important, ils vont mettre à jour l'ensemble des composants du système d'information, les matériels, parce que dans les matériels, il y a du logiciel embarqué qui s'appelle les firmware, les OS. Dieu sait si on voit arriver des patchs de sécurité et des mises à jour sur les OS, tous les OS, qu'ils soient sur les postes de travail comme sur les smartphones, ne l'oublions pas, et puis toutes les applications. Donc tous les composants du système d'information doivent être mis à jour et doivent être patchés. C'est ce qu'on appelle chez nous le patch management, et c'est un vrai métier. Donc ça scanne tout le patrimoine informationnel et technique. Et ça doit de dérouler l'entreprise. des actions dans le bon sens. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'ils vont maintenir en condition opérationnelle les organes de sécurité et puis aussi gérer les consoles de management, exemple celle de l'antivirus. Parce que c'est bien d'avoir des consoles de management, mais à un moment ou à un autre, il faut regarder ce qui se passe dedans. Voilà. Exactement. Ils vont surveiller et superviser. Donc derrière notre logiciel de gestion de l'information et des événements de sécurité, tout à l'heure on a parlé du CIEM, c'est le nom français, gestion de l'information et des événements de sécurité. Ils vont scanner, ils vont regarder ce qui se passe et ils vont détecter peut-être des anomalies, des vraies ou des fausses. Donc à partir de là, ils vont diagnostiquer et si c'est une vraie, ils vont surtout alerter dans un temps le plus court possible pour qu'on puisse passer en action et surtout en remédiation. On sait que le temps est compté. Plus on est en remédiation vite, moins l'impact sera fort. Et enfin, ils vont communiquer à travers des reportings. Ces reportings vont aller vers notre RSSI, qui va les regarder, les analyser, et qui va venir les présenter et les commenter au comité de direction pour peut-être prendre des décisions, pour prendre des orientations, ou pour juste vérifier que notre système de sécurité est bien en place et que tout va bien. Voilà. En tout cas, ce que nous souhaitons, à travers cette Blue Team, c'est vivre sereinement la cyberdéfense, faire de la cyberdéfense non anxiogène, parce que c'est devenu notre quotidien. Oui, et on le disait, je crois que la question, c'est pas de savoir allons-nous être attaqués, mais plutôt quand allons-nous être attaqués, et donc se préparer le plus sereinement possible. Plus on est entraîné, mieux on est préparé, et plus on a des moyens qui permettent de se protéger, tels que l'offre qu'a décrit Didier, qui est l'offre Sentinelle, c'est-à-dire tous nos services managés de cyberdéfense. Ça permet vraiment d'apporter une certaine sérénité. Et j'ajouterais même, derrière cette sérénité, on va aussi apporter des arguments de valeur. C'est un différenciant concurrentiel de dire aux clients de nos clients, écoutez, regardez, moi aujourd'hui j'ai mis en place des moyens techniques, technologiques, et j'ai aussi un centre de supervision qui surveille mon système d'information en temps réel. Et ça rassure les clients de nos clients. Ouais. Voilà. Donc cette Blue Team est effectivement dans notre centre des opérations de sécurité. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de SOC, c'est la même chose, Security Operation Center. Et ce SOC est certifié à nouveau ISO 27001. Alors justement, par rapport à ça, on a partagé ensemble le fait que l'une des failles constatées, et on l'a vécu d'ailleurs, c'est l'utilisateur. On a partagé le 5 octobre ce constat avec Didier Spella et Mathieu Carnanet lors de la conférence autour des enjeux de la cybersécurité. Comment TIBCO gère-t-il ce sujet? Comment protéger l'entreprise des erreurs humaines des utilisateurs? Alors, c'est très clair chez TIBCO. Nous savons que les premiers défenseurs de notre système d'information, les premiers anges gardiens, c'est nous-mêmes. Nous, les utilisateurs. Donc, à nouveau, avec notre RSSI, nous avons monté des sessions de formation, des sessions d'information, et nous avons même nous avons décliné un examen sous forme d'un QCM que nous appelons le passeport cybersécurité. Ce passeport sécurité, nous devons tous le passer et tous le réussir. C'est même un indicateur qui est devenu un objectif dans l'entreprise et dans le groupe. Nous regardons tous les mois les résultats
de ces QCM, de ce cyberpasseport, parce que ce cyberpasseport, ce passeport cybersécurité, c'est aussi un gage que nos équipes, nous, les types, nous sommes formés aux bonnes pratiques, aux bons réflexes pour intervenir chez nos clients. Donc on protège en même temps les clients, c'est ça le message. On C'est de protège dire, en même temps plus les utilisateurs clients. sont protégés. Et effectivement. D'accord. Et on se rend compte qu'on a énormément de questions aujourd'hui des utilisateurs. Tiens, j'ai reçu tel mail vers le RSSI, qu'est-ce que tu en penses? Est-il frauduleux ou pas? Et nous vivons comme cela, sereinement à nouveau, cette cyberdéfense et cette cybercriminalité qui fait tant peur sur le marché. Et ce qui est très important dans le fait qu'on entraîne l'ensemble des TIPS, ça veut dire qu'on ne va pas simplement décliner une offre de cybersécurité à travers la cybersécurité, c'est que c'est l'ensemble de l'activité de TIPCO qui embarque des bonnes pratiques en termes Tous de concernés. cybersécurité. On Le est tous principe, concernés. c'est Et du coup, tous ça concernés. transpire pour l'ensemble des activités. On peut parler des activités de maintenance, de déploiement, de proximité. Tous les TIPS, aujourd'hui, adoptent des réflexes de cyberdéfenseurs. Merci, messieurs, pour ce témoignage passionnant sur la cyberdéfense positive et humaine TIPCO Fortinet. Je vous propose de passer Alors, désormais il reste un encore point qui est important, un point c'était important. s'entraîner. s'entraîner. Pardon, alors allons-y, on passera Voilà. aux questions juste après. Patience, ça arrive. Voilà. Je vois le fil de questions qui arrive. Voilà, s'entraîner. Donc nous avons pris la décision chez TIPCO de nous entraîner à la cyberdéfense, comme nous entraînons dans les entreprises à faire des exercices d'incendie. Nous sommes convaincus que plus on aura vécu des situations de cyberattaque, même fictives, plus nous aurons les bons réflexes le jour J, et nous espérons qu'il sera le plus tard possible. D'accord ? Donc pareil, nous nous faisons accompagner de partenaires qui vont déclencher une cyberattaque, et nous allons devoir travailler ensemble les bonnes pratiques de notre cyberdéfense. Et quand je dis ensemble, il y a bien le RSSI, il y a bien la direction, il y a bien notre informatique interne qu'on appelle la Digital Factory. Tous nos experts seront mobilisés, le réseau, les serveurs, le stockage, de la sécurité bien sûr, mais pas que. Il y a aussi des services supports qui sont très importants dans ces exercices. Nous allons parler évidemment de la RH, parce que potentiellement il faudra accompagner des TIPS dans cette crise, bien sûr. Nous allons parler du juridique, parce qu'à un moment il faudra peut-être déclencher des assurances. Nous allons parler de la communication interne et externe, qui est un acteur majeur dans la gestion des crises et dans la gestion des crises de la cybercriminalité et surtout de la cyberdéfense. Donc ça, c'est le premier entraînement. Donc nous jouons des scénarios d'attaque qui nous permettent de travailler sur des entraînements et de se former entre nous et de répartir les rôles. Et puis on a un deuxième entraînement qui est la vraie vie avec nos clients, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et je vais presque dire malheureusement, nous intervenons trop souvent à mon goût avec nos clients, à la fois dans la remédiation, à la fois dans le déclenchement et la mise en route du plan de continuité informatique, et à la fois dans la remise en état du système d'information. Et quand je parle de remise en état, ça peut être une remise à blanc totale du système d'information. Le fameux mode pompier. Hein. Le fameux mode pompier. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, chez TIPCO, la cybersécurité fait partie de notre quotidien. C'est intégré dans nos métiers, dans nos réflexes, et ça fait partie de l'exploitation et de la maintenance du système d'information. Ce n'est plus un sujet à part. C'est notre quotidien. Donc on intègre ça dans la vie du collaborateur. Exactement. Au quotidien. Très bien, merci. Est-ce qu'on a abordé tous les sujets, Oui. messieurs? On peut passer aux questions? Oui. C'est parti. Alors, j'ai plusieurs questions qui sont arrivées. Alors d'abord, merci. Sachez que ça reste, le fil de chat reste ouvert. Alors, j'avais une question de Pascal qui souhaitait savoir comment s'interfaçait le SOC TIPCO avec les produits Fortinet. Il s'interface bien. Il s'interface bien. Voilà une bonne question. Je peux Il s'interface bien. En fait, tous les produits Fortinet sont reconnus par notre SOC, donc il n'y a aucun souci pour intégrer les différents produits. Il faut une certification, il y a quoi? Il y a une reconnaissance particulière? Après, du moment que les produits sont récents et sous maintenance, ça veut dire qu'ils sont supportés par Fortinet. Et dans ce cas-là, on peut les intégrer directement, mais il n'y a pas que les produits Fortinet. Oui, excuse-moi Alain, je voulais juste compléter. Le SOC, on parle bien d'un service opérationnel avec un dispositif humain qui s'appuie sur des technologies, bien sûr, mais ces technologies sont agnostiques, dans le sens où l'objectif d'un SOC, c'est de pouvoir emmagasiner le plus d'informations possible pour déterminer la vraisemblance d'une attaque.
Donc Fortinet s'est très bien interfacé, puisqu'aujourd'hui on est partenaires, et ça fait quand même, on l'a peut-être pas dit, mais ça fait quand même 10 ans que TIBCO et Fortinet travaillent ensemble. Donc, Absolument. on commence à se connaître. Et donc c'est important d'avoir cette capacité à pouvoir bien s'interfacer avec les outils, mais tout en partant du principe que on doit rester agnostique et de pouvoir emmagasiner le plus d'informations possible avec tous les outils du marché. Non, ce que je voulais juste dire, c'est que les solutions Fortinet, c'est que on a des connecteurs et ce qu'on appelle une API, c'est la capacité de nos produits de pouvoir partager et renvoyer de l'information typiquement sur le SOC TIBCO. Parce que le but, c'est, nous, on collecte, mais le but, c'est que ça soit envoyé au SOC TIBCO pour être analysé. Et la capacité de nos solutions, c'est de cette interconnexion, cette facilité qu'on a pour s'intégrer avec des solutions de SOC ou des orchestrateurs, ce qui est critique pour optimiser et renvoyer les informations centralisées. On a bien vu l'interconnexion et la complémentarité des deux savoir-faire. Alors j'ai une autre question de Pascal. Alors vraiment intéressante, c'est de savoir, très bien, je veux mettre en place une cyberdéfense positive et humaine. Par quoi je commence, messieurs ? Qui veut répondre ? C'est une excellente question. Eh oui, merci. On remercie Pascal. Elle est pour moi ? Ouais. Alexandre. Cette question, elle revient régulièrement chez nos clients, donc c'est intéressant qu'elle soit exposée. Mais généralement, on part du principe qu'il y a besoin de faire un mini état des lieux déjà, de comprendre où vous vous situez en termes de risque cyber. Généralement, on part du principe qu'on va mener un projet de ce qu'on appelle une analyse de risque pour identifier à travers cette méthodologie les risques qui peuvent peser sur l'organisation. Et ce qui est intéressant dans notre démarche pour rester dans l'approche cyber positive, c'est que dans notre exercice, on travaille sur un mode collaboratif. C'est-à-dire que nos consultants interviennent en mode questionnement et en mode groupe de travail avec les dirigeants des entreprises de nos clients. On anime et on leur fait prendre conscience à travers cette mise en maturité du risque cyber de ce qui pèse dans leur organisation, et on leur donne ensuite des indications d'actions à mener pour se protéger par rapport aux risques qui ont été identifiés. Et à la suite de ça, lorsque les risques ont été identifiés, on a une feuille de route qui se dessine devant nous en nous disant OK, je dois mettre un EDR en place, OK, je suis ultra connecté dans le cloud, je vais peut-être réfléchir à la solution de SASI ou de ZTNA, OK, je ne sais pas aujourd'hui comment traiter mes incidents de sécurité. Dans mon plan d'action, je vais prendre en compte le fait de mettre en place une gestion opérationnelle de la sécurité avec un SOC notamment. Et donc, c'est cette feuille de route qui permet ensuite à une entreprise de se dire comment je m'oriente et vers quelle route je dois m'adresser pour me protéger. Donc là, c'est une feuille de route. Je complète les questions. Est-ce qu'à ce stade, je peux avoir, moi, en tant que DSI, une idée budgétaire ? Est-ce que, avec cette feuille de route, je peux savoir à peu près combien ça va me coûter ? Tout à fait, en fonction de la profondeur. C'est souvent les questions qui suivent. Ah, mais clairement, combien ça coûte ? Combien ça coûte ? Parce voilà. que entre le risque et... c'est entre le risque de perdre un environnement de production, de perdre son exploitation, de ne pas avoir une couverture assurantielle liée à cette perte d'exploitation et d'investir sur un SOC et faire une analyse de risque. Effectivement, généralement, on va peser le pour et le contre des deux solutions. Et lorsqu'il y a une restitution de cette analyse de risque, on est en mesure de faire une estimation budgétaire des coûts de projets à mettre en œuvre, que ce soit sur les services managés de SOC, de Sentinel Cyberdéfense, ou aussi des solutions technologiques comme Fortinet. Il y a Dylan qui pose la question de savoir si on doit faire les tests. Alors peut-être, Didier, tu peux témoigner. Est-ce que l'on fait les tests en heure ouvrée ou en heure ouvrable ? Est-ce qu'il faut attendre que la boutique soit fermée ? Alors, tout dépend de ce que souhaite le client. On peut les faire en heure ouvrée, puisque si on fait du phishing, par exemple, ou des tests d'intrusion, on n'a pas besoin d'être en heure décalée pour pouvoir faire ces tests. Bien au contraire, je dirais qu'il faut les faire quand les utilisateurs sont là. Pour le phishing, c'est d'autant Donc, plus c'est forcément pendant les heures de travail. D'accord. Donc, c'est ce qui se passe chez TIBCO. C'est exactement ce qui se passe chez On arrête la prod ? Ah, pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout. Si on reprend les tests de phishing, ce sont des mails qui partent et à un moment, les mails vont partir. Quoi. Alors, à quel moment on va les faire partir ? Est-ce qu'on les fait partir la nuit ou... On va chercher, notre partenaire va chercher des scénarios crédibles. Oui. Parce qu'une fois qu'on l'a fait la nuit, la fois d'après, on peut se dire tiens, on va changer. On va changer. On va le faire un autre moment. On va surprendre. On innove. Voilà. Le but, c'est de tester la résistance. C'est pas de trouver des coupables ou de piéger les utilisateurs. Non, tester la comme résistance. l'a dit, c'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage. Un bon moyen, c'est de l'envoyer, ce qui est beaucoup fait aussi les attaques. Vous avez des attaques qui sont faites au retour de vacances. Bien sûr. Fin août, c'est un bon moyen. Les gens arrivent, ils ont 500 mails dans la boîte, ou voire 1000. Donc, ils sont là en train d'essayer de comprendre, d'analyser. Et souvent, ils
par le temps, la vitesse, il clique. Donc, chers téléspectateurs, ne prenez pas de vacances. Quand vous revenez de vacances, faites très attention, il y a un piège. Il y a un piège dans vos mails. Surveillez bien vos mails. J'avais une question de Nicolas qui questionnait sur la collecte des données, de savoir si elles étaient stockées et si elles étaient conservées par TIBCO. Marc, peut-être, tu peux... Dans le cadre du SOC, je suppose. Mais dans le cadre du SOC, exactement. Oui, Est-ce qu'on les stocke, tout ça? Oui, elles sont collectées et stockées pendant 3 mois. Et chaque client est containerisé. Je ne sais pas si le terme est bien français. Mais en tout cas, chaque client est bien séparé. Et c'est une obligation au niveau de l'ISO 27001, de toute façon. Donc, oui. Donc on historise. On historise. Est-ce qu'on fournit les données aux constructeurs pour qu'ils puissent s'améliorer, ou est-ce que pas du tout. C'est chacun pour soi? C'est le RGPD, donc on ne va pas transmettre les données à un tiers. Tout à fait. On ne communique pas, donc débrouillez-vous, Fortinet. C'est ça que ça veut dire? Ouais, Comment vous faites pour identifier les tendances Alors c'est différent. Là, si on parlait des données privées, donc nous, en tant que constructeurs, on n'a pas besoin d'avoir les noms, les adresses des gens, leur carte bleue. Ça, c'est pas du tout. Nous, on travaille avec on a nos sondes qui sont nos produits qui collectent sur des événements. Et alors, on a nos propres sondes, c'est pour ça qu'on a plus de 530 000 clients dans le monde, donc qui nous rapportent des informations sur des attaques, sur des malwares, sur des ransomware. Ça, c'est notre intelligence. Donc, on a des gens en recherche et développement qui analysent en permanence temps réel. On a de l'intelligence artificielle, on parle aussi de machine learning. Et après, on a des collaborations avec les CERT, ou avec d'autres vendeurs aussi informatiques, où on se partage ces malwares, on se partage ces attaques pour pouvoir apprendre aussi des uns des autres. Même si on est compétiteurs, on apprend aussi des uns des autres. Et ce qui nous permet trouve une solution de contournement. Et c'est important parce que c'est la sécurité, c'est cette capacité en temps réel d'apprendre ce que vous avez dit, les tendances, et il faut les apprendre le plus rapidement possible. D'accord. Donc plutôt en réactivité? Les deux, c'est... Alors, réactivité, c'est un malware qu'on vous partage et vous faites une signature, vous le profilez, vous faites une signature. Et ce qu'on appelle les 0 day, la capacité d'avoir quelque chose de nouveau, où on va... quelque chose qu'on ne connaît pas, et qu'on va détecter, apprendre, à le reconnaître pour ensuite le signer. Mais c'est aussi de protéger contre les choses qu'on connaît, mais surtout les choses qu'on ne connaît pas. Et c'est aussi pour ça qu'on a des ingénieurs en R&D qui sont là aussi pour apprendre de nouvelles techniques, d'apprendre des vulnérabilités ou de trouver des vulnérabilités. Ce que vous avez tous vu, c'est d'informer un constructeur qu'il a une vulnérabilité et lui donner le temps de se protéger. Et d'où l'importance d'avoir une équipe justement qui est réactive pour pouvoir prévenir les clients rapidement, parce que sur des 0D par exemple, 0D ça veut dire ce que ça veut dire, c'est tout de suite maintenant ça agit. Il faut qu'on ait des gens à la Blue Team qui soient capables de réagir très rapidement. Et ce qu'a dit Didier est très important, c'est la première action, c'est le patch. C'est-à-dire que plus vous réduisez votre surface d'attaque, et la première action, c'est ce que tu as dit, c'est les vulnérabilités, être sûr qu'on a bien les dernières vulnérabilités dans le monde IT. Après, dans le monde OT, c'est un petit peu plus complexe, dans le monde industriel, mais c'est vraiment, entre guillemets, c'est le premier levé de sécurité, d'être sûr qu'on a le bon niveau de protection. J'ai une question d'Olivier qui souhaite savoir si on propose des tests de phishing. Eh bien oui. Voilà Olivier, Merci. La réponse est faite. On propose les tests de phishing. Tests de phishing, on le fait des tests de phishing ciblés, c'est-à-dire on peut le faire de façon ciblée à une communauté d'utilisateurs ou un service d'utilisateurs dans une entreprise. On fait aussi des tests de smishing, c'est-à-dire on ne fait pas que de l'envoi de mail, on peut faire aussi du envoi de SMS, et c'est généralement bien prisé pour les VIP qui ont plutôt l'usage et le réflexe d'utiliser des smartphones que des ordinateurs. Mais on fait tout un programme de phishing à travers des scénarios complètement personnalisés, adaptés au contexte de l'entreprise, adaptés à son métier, adaptés à sa charte graphique, etc. On peut aller d'un niveau de phishing qui peut être vraiment très ludique et très facile d'appréhension, comme des scénarios beaucoup plus complexes, beaucoup plus ciblés. Mais on s'aligne toujours sur l'ère du temps. C'est-à-dire qu'on a nos programmes de phishing, nos scénarios de phishing sont adaptés à ce qui se fait aujourd'hui sur le marché du phishing, entre guillemets, et de se dire on ne va pas vous faire des campagnes de phishing qui faisaient il y a 4 ans, quand vous receviez un mail de Amazon, vous avez gagné le dernier iPhone, etc. Il faut toujours être à la mode, quoi. On est aussi en veille sur ce qu'on va faire comme entraînement pour nos utilisateurs. Donc oui, ça fait partie de notre catalogue. Je vous propose d'aborder la dernière question de ce temps. Alors, j'espère ne pas écorcher le prénom, je crois que c'est Swen. Une question, alors, je trouve vraiment très intéressant de savoir, est-ce qu'il y a finalement des secteurs d'activité plus exposés que d'autres ? Et la question précisément, c'est les associations sont-elles sur le même pied d'égalité en termes de menaces de sécurité ?
Qui veut répondre? Je veux bien m'y coller. Pour la réponse... Tu as été le plus rapide, c'est toi. J'ai appuyé sur le buzzer le premier. C'est ce que j'allais te dire, tu as appuyé sur buzzer. Et clairement, par rapport au paysage de clients, au catalogue de clients qu'on a effectivement des sociétés de services, des sociétés publiques, des industriels, des banques, des finances. Des associations. Des associations également, effectivement. Et dans ce cas précis, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y a plus vraiment... de distinction, entre guillemets, l'utilisateur est concerné, toutes les entreprises sont concernées. Dès lors où il y a un intérêt pour une attaque, l'entreprise peut être potentiellement exposée. Une association qui va être en conflit avec l'intérêt d'un groupuscule d'attaquants peut être la cible d'une cyberattaque. Une entreprise peut être, parce qu'elle expose beaucoup de choses en termes de finances, en termes d'intérêt économique, peut potentiellement cibler une attaque. Les hôpitaux, parce qu'ils sont surchargés d'activités, sont affaiblis par cette surcharge d'activité liée au Covid, ont été la cible d'une attaque. Aujourd'hui, il y a vraiment... Il n'y a plus de secteur d'activité. Non, et ce que je vais rajouter, mais c'est très bien, mais c'est aussi, toujours on les dit, mais pourquoi moi? Pourquoi m'attaquer? Mais c'est aussi qu'il y a des vecteurs. Vous pouvez être un vecteur de rebond. C'est-à-dire que je veux vous attaquer, mais je vais vous attaquer vous pour pouvoir rebondir. Ce qui s'est passé avec SolarWinds, ils ont attaqué un logiciel qui est distribué dans le monde entier, non pas pour attaquer SolarWinds, mais pour attaquer l'ensemble des clients de SolarWinds. Et ça a été leur porte d'entrée. Donc, c'est pas de se dire pourquoi moi, c'est de se dire que non, on est une cible pour ça différentes stratégies. En fait, et je vais compléter ce que tu dis, Alain, puisqu'aujourd'hui, il y a vraiment, effectivement, dans le paysage des potentiels cyberattaqués, il y a aussi les sociétés partenaires prestataires en cybersécurité. TIBCO est concerné. Comme l'a dit Marc, en une année, avoir 3 millions d'événements détectés sur notre SOC uniquement pour TIBCO, ça révèle aussi le fait qu'on est de plus en plus exposé et qu'on doit, en tant que partenaire, fournisseur de services Internet, être exemplaire à travers la certification qu'on a, à travers nos méthodes de travail, notre expertise, pour nous protéger et donc protéger aussi les intérêts de nos clients. Aujourd'hui, c'est effectivement, le vecteur de rebond est très important. Merci, messieurs, pour ce temps d'échange et de partage. Merci à vous pour ces questions passionnantes. Je vous propose d'écouter Didier. Didier, tu peux clôturer peut-être ce mois de la cybersécurité ? Bien sûr. Donc oui, nous terminons notre mois d'octobre sur ce mois de la cybersécurité. Nous avons été très heureux, bien sûr, de participer à ce mois avec 3 événements les uns derrière les autres. Et à travers ces événements, nous avons voulu surtout sensibiliser, informer nos clients que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et nous avons surtout souhaité partager des bonnes pratiques, partager des solutions techniques, bien sûr partager des expériences. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'entraînement et l'expérience est très important en cyberdéfense. Et puis partager l'état de l'art aujourd'hui de la cybersécurité. Donc c'était pour nous important de faire ces informations et ces confirmations que nous devons tous être vigilants, bien sûr, à titre individuel comme à titre professionnel, et que nous sommes avant tout, nous, les humains, les cyberdéfenseurs de nos systèmes d'information et de nos sociétés. Et puis pour finir, nous sommes maintenant quelques minutes de la fin, donc nous allons passer aux remerciements. Merci à vous qui nous avez suivis. Vous étiez nombreux à suivre nos lives, et ça, c'est la plus belle récompense que vous pouvez nous apporter. Avec, pour nos clients, un énorme remerciement à Mathieu Carnanet, le RSSI du centre hospitalier de Châteauroux-Leblanc, qui est venu témoigner et qui nous a apporté son expérience de RSSI dans le monde de la santé. Et Dieu sait si le monde de la santé est sous les feux de la rampe aujourd'hui avec des cyberattaques. Je vais aussi, bien sûr, remercier nos partenaires. Didier Spella, le président de Myriad d'Inérid, qui a intervenu sur le premier séminaire. Les équipes de Trend Micro sur le 2e séminaire. Alain, aujourd'hui, le Forti de service, le représentant de Fortinet. Et puis, bien sûr, je tiens à remercier Télénantes, la production et la régie qui est derrière moi, pour nous avoir permis de faire ce dernier live dans un superbe studio de télévision. Et c'est une très belle expérience aussi pour nous. Et enfin, pour finir, merci à tous les tips qui ont participé à ce mois de la cyber et qui ont œuvré pour réussir et que ce soit un succès. Avec, bien sûr,
Un grand remerciement à toi, Johan, pour avoir animé et tenu ces 3 séminaires en tant que présentateur en chef. C'est ça. Merci à toi, Alexandre, d'avoir créé ces contenus et d'être intervenu sur les 3 séminaires. À Marc, aujourd'hui, qui a démontré notre compétence et notre expertise côté Fortinet. Et je ne vais surtout pas oublier notre équipe de production interne, notre communication interne, qui a œuvré à chaque fois pour les lives et puis aussi pour faire les replays. Donc voilà, je tiens maintenant à vous souhaiter un bon appétit, mais aussi une bonne cyberdéfense la plus sereine possible. Parfait. À bientôt. Au Merci revoir. Didier. Merci Je à vous propose Merci à vous. de conclure. J'espère que, et nous espérons que ces 3 webinaires vous ont apporté conseils et informations dans votre cybersécurité. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces webinaires sur notre site internet www.tipco.fr. C'est un peu comme Carglass, hein, c'est bien .fr chez Tipco. Et sur notre chaîne Webikeo, je vous donne rendez-vous également le mardi 16 novembre pour une journée assez unique avec Google, une journée Google by Tipco, où nous explorerons les solutions Google. Abonnez-vous sur la page LinkedIn également pour avoir toute l'actualité. Merci à tous de votre participation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Un petit clin d'œil à Jean-Christophe. Bon rétablissement à toi et à très bientôt. Ciao.